avec Guattari, la question des plateaux, seule la question des strates, lorsqu'il lit Foucault. Et puis, évidemment, la philosophie, je reviens à Châtelet, puisque pour Châtelet, la philosophie, elle est éminemment, c'est un terme qu'il utilise évidemment pas, mais éminemment rhizomatique, et sûrement pas verticale et généalogique. Enfin, généalogique au sens organisationnel du terme. Le lecteur, donc, se retrouve face à tous ces fragments dans la position du compositeur. Compositeur, en français, a deux sens. Compositeur s'entend au sens de l'imprimerie. Le compositeur, c'est celui qui fait la composition, avant que la numérisation arrive. La composition consiste à mettre côte à côte, à agencer des pièces de métal pour préparer la plaque d'impression. Donc ce métier-là, c'est compositeur. Voilà. Et c'est la composition. Le compositeur, c'est également celui qui crée, qui invente, si l'on veut, un agencement, un montage de notes inédit et nouveau, composant le morceau achevé. Le compositeur Mozart, par exemple. Composition, donc, et pas recomposition, car aucun tout ne préexiste à celui que, en tant que lecteur, je compose avec le matériel qu'a laissé derrière lui ce jugement esthétique qu'on a pris l'habitude de nommer Nietzsche. Donc ici, se pointe l'une des premières remarques qu'on pourrait faire, en l'occurrence, mais n'est-ce pas donner trop d'hyper-subjectivité au lecteur? Non. Sauf si la vache commence à se prendre au sérieux. Sauf si la vache commence à croire qu'elle fait autre chose que ruminer, et qu'elle pense qu'effectivement elle est en train de composer quelque chose qui était ce que Nietzsche voulait, ce que Nietzsche a pensé, ce qu'il faut penser, ce qu'on doit penser. Non, il rumine, il agence, sachant très bien que lui-même, s'il suit ce chemin-là, il va se décomposer, perdre son nom, devenir un jugement esthétique, et être lui-même digéré, ruminé, par quelqu'un qui aura peut-être comme lui le courage de prendre le nom de ce jugement esthétique. Voilà. Quelque chose comme ça, d'une... Là, pour le coup, de ce que pointe Klossowski de façon magnifique, voilà, ce qu'il appelle la folie Nietzsche. La folie Nietzsche, c'est ça, c'est pas une folie, c'est de la philosophie. Enfin, pour le coup, là, je pense que personne ne l'a dit aussi bien que lui. Cette expérience de lecture, dans la thèse, je l'ai appelée vadémétécom. Obligé que je suis de penser la lecture et l'écriture séparément, en livre, dans ce cas portatif, mais qui tente de dépasser le statut fermé du livre. Alors, en fait, il s'agissait, après cette lecture, de prendre des fragments, d'agencer ces fragments, et de les agencer donc dans une sorte de tout pratique qui existe aussi à la fin du livre, où on pouvait récupérer des morceaux de Nietzsche. Ceux-là ne sont pas subjectifs, ils ne sont pas objectifs non plus, ils sont par-delà subjectivité et objectivité, ils se veulent vadémétécom. En l'occurrence, ils reprennent ici une expression de Nietzsche. Il dit, Nietzsche dans un des fragments, dit vadémécom, vadétécom. Donc un vadémécom, vous savez ce que c'est? Un vadémécom, c'est un petit livre qui a été inventé au XVIIe, XVIe, XVIIe, qui était censé généralement donner le condensé d'une science, généralement médicale et pharmacologique, et pour être transporté partout. Ensuite, le vadémécom est devenu, il y a des vadémécoms de philosophie, de biologie, etc., où vous aviez un petit peu tout dans un ouvrage portatif. Donc vadémécom qui vient avec moi. Nietzsche dit vadémécom qui vient avec toi aussi. Donc vadémécom, vadétécom. Quoi, tu voudrais me suivre? Prends garde, prends garde. Voilà, c'est un des fragments que Nietzsche dit dans, je ne sais plus, dans les années 80, 1880. Donc voilà, j'ai recomposé une sorte de vadémétécom. Tentative certes dérisoire, car nous ne savons qu'écrire des livres, et jusqu'à ce que le capitalisme ne crève, il en sera ainsi, loin des champs des pistes aborigènes, qui sont tout à la fois écriture et lecture. Donc là, je nous renvoie à Deleuze et Guattari et leur définition du capitalisme, non pas tant comme un mode de fonctionnement économique, que comme un mode de construction subjective. Voilà. Mais tentatives de composition qui, malgré tout, tentent de ne pas lâcher la force de la rencontre, que je pourrais appeler tout autant le mythe. Je pense que si j'étais né à un autre moment, peut-être plus surréaliste, dans les années 50, un Carouche, par exemple, m'aurait tout à fait parlé sur la question du mythe et de la recherche des mythes modernes et de la façon dont ces agencements se font. C'est ici que j'arrive à l'instant sur un suspens qui reviendra éternellement et qui ne dure que le temps que durent les chimères. Le temps que durent les chimères, l'espace d'une rencontre, nécessairement. Je pense à la figure mythique du centaure, qui est la rencontre de l'homme et de l'animal. Nietzsche parle seulement à 2 ou 3 reprises du centaure. À 2 reprises
à une reprise dans un livre, La généalogie de la morale, à une reprise dans un fragment, dans une note qui est écrite pour lui, à une autre reprise, dans une lettre, où il se compare au centaure. Le centaure est à la fois, comme le fait remarquer Wiesmann, qui est je trouve un des rares, pas lecteur de Nietzsche, c'est pas ça, mais qu'en tout cas, lui, c'est un ruminant, il broute beaucoup, Wiesmann. Je ne sais pas s'il serait content d'entendre ça, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'intéressant, et qu'a repris Sloterdijk, je trouve de façon moins intéressante, c'est que le centaure est à la fois Nésus et à la fois Chiron. Alors, dans la mythologie grecque, le centaure, donc, les centaures étaient une race, une race de bêtes fabuleuses, mi-hommes, mi-chevaux, de bustes d'hommes et de corps de chevaux, et qui étaient réputés pour leur violence et pour leur agressivité. Donc, ils sont très connus notamment pour avoir enlevé les femmes des Lapides. Donc, il y a de très célèbres sculptures, et notamment les frises du Parthénon, qui se trouvent à Londres. C'était également des pédagogues. Voilà. Et à côté de cette figure, donc du violeur, dont le chef du viol des Lapides, du viol des femmes des Lapides, qui ont été ensuite vengées par les maris, par les Lapides, c'était Nésus ou Nésos, qui était donc la bête immonde, etc. Et à côté, le centaure peut être un pédagogue extraordinaire. Donc la plus belle figure du centaure que j'ai vue, c'est dans Médée de Pasolini, qui est joué par, comment il s'appelle, qui est décédé récemment. Calas. Hein? Calas. Non, oui, mais le centaure, il est joué par... Oui. Laurent Terzieff. Et Terzieff, extraordinaire, où on voit effectivement ce centaure en train d'élever Jason, donc il a élevé Jason, entre autres, et lorsque la Calas disparaît, enfin en tout cas sa capacité de lire les mythes disparaît, le Pasolini filme Chiron, non plus en tant que centaure, mais en tant qu'être humain. Et on voit Terzieff en pied, en train de dire à Jason, maintenant part. Donc effectivement, le mythe a disparu. Donc cette impossibilité de faire tenir en même temps l'animal et le pédagogue qui va même jusqu'à se sacrifier, il endosse, il souffre tellement d'avoir reçu une flèche empoisonnée tirée par Hercule, qu'il demande au dieu de pouvoir se sacrifier pour donner son immortalité à quelqu'un d'autre. Enfin, donc, vraiment tout l'opposé. D'une certaine manière, ce centaure, cette belle figure qui dissout en assumant la joute, l'agone, comme dirait... agone, c'est un terme très important pour un philosophe d'ici, Lyotard. La question, notamment dans ses textes sur la postmodernité. L'agone comme... Agone, voilà, agonistique, voilà, exactement. L'agone et l'agonistique. Donc la joute, la Wettkampf en allemand, qui s'oppose au combat, puisque dans la joute, dans l'agone, l'idée c'est qu'il n'y a pas de vainqueur, il ne peut pas y avoir de vainqueur. Et pourtant, il y a une issue à l'agone et à la joute. Donc ça c'est un peu compliqué à penser, très compliqué à penser, extrêmement compliqué à penser. La figure du centaure a été pour Nietzsche une façon très partielle comme ça de la penser. La bête brutale, Nésus, qui viole et massacre, Chiron, l'éducateur des héros et le médecin, belle figure qui dissout en assumant la joute, la dualité objet-sujet, écrire, lire, homme, animal, raison, folie, espace, temps, le passé, le présent. Le centaure comme une sorte de figure impossible dans sa possibilité même, car je pense qu'aucun d'entre nous ici n'a du mal à imaginer un centaure. Et pourtant cette figure est éminemment difficile à imaginer. Le centaure qui ne soumet pas une partie de son corps à l'autre, qui ne soumet pas ce Nésus à Chiron, ni Chiron à Nésus. Ses pulsions à son esprit, ses esprits à sa pulsion. Aux grandes dames d'un Pascal, par exemple, qui lui pense que c'est comme ça qu'on fait de la philosophie. Ni la raison sur la folie, ni la folie sur la raison. Le mythe ne gagne pas sur un autre. C'est ça la gonne. Ni toi sur moi, ni moi sur toi. D'où le vadé métécom. Le centaure comme joute éternelle, ou plutôt éternellement répétée, dirait Deleuze, comme condition de la politique indexée au dissensus. Un autre couple pourrait être proposé, couple auquel Nietzsche pense quand il parle de centaure, celui de la philologie et de la philosophie. J'ai montré dans cette thèse comment une soumission de la philologie à la philosophie peut amener à des dérives interprétatives, comme par exemple dans le cas de l'interprétation du travail de Deleuze sur le fameux fragment sur la volonté de puissance de Diorio. Ça, je pourrais vous en dire un mot après.
peut-être rapidement. En fait, c'est un passage intéressant. Diorio, c'est le chef de file d'un mouvement qui s'appelle le mouvement génétique, qui prend énormément d'ampleur sur toutes les universités, notamment ici, qui consiste à considérer qu'un texte ne peut être travaillé qu'à partir du moment où sera prouvé qu'il a des papiers. Donc il est rentré non pas en fraude sur le territoire, mais bien de façon régulière, et qu'une fois qu'il aura prouvé tout ça, on pourra commencer à réfléchir, à philosopher sur ce texte. C'est la condition sine qua non. Et du coup, ces généticiens, la méthode génétique, passent leur temps en fait, à analyser des textes et à ne rien en faire. Au bout du compte, ils indexent, ils associent, ils indexent. Vous avez toute, alors c'est passionnant pour les philosophes, parce que vous avez par exemple toute la construction, je ne sais pas moi, de Madame Bovary, en reprenant les textes originels, comment est-ce qu'à un moment Flaubert écrit une lettre, et tel passage de la lettre est exactement repris mot pour mot, virgule pour virgule, dans le texte final, comment à un moment, sur la version de l'éditeur, il y a tout un passage qui est biffé alors qu'il avait été imposé avant. Ça, c'est ça le travail génétique. Travail passionnant s'il s'indexe à la philosophie. Si il est là uniquement pour dire maintenant ce texte, il est absolument pur de toute erreur interprétative, vous pouvez commencer à travailler dessus. Je reviens à ce que je disais au début de cette soutenance. Très concrètement, on peut attendre très très longtemps. Parce qu'à partir de quand considère-t-on que nous avons tous les textes pour justifier qu'un texte soit pur? Éventuellement la version de l'éditeur, la version du livre, mais le livre peut très bien, un compositeur peut très bien s'être trompé et avoir échangé par exemple un mot pour un autre. Chez Deleuze par exemple, imaginons un compositeur un petit peu pressé, un Deleuze fatigué, il pouvait l'être fatigué notamment à la fin de sa vie, et puis un mot qui remplace un autre, poum, ça y est, on n'a plus Agone, on a Apone. Ah, Apone, qu'a voulu dire Deleuze avec Apone? Et pof, on va partir sur des tonnes et des tonnes de discussions, alors que simplement un compositeur un peu bourré s'est trompé à ce moment-là. D'accord? Cette notion-là, enfin, je donne des exemples un peu extrêmes, parce que Diorio fait partie de cette école-là, donc qui est assez lourde, je trouve, et assez néfaste à la philosophie. Et notamment, il y a un passage de Deleuze qui est très connu, dans le Nietzsche de Deleuze, où il interprète un passage sur la volonté de puissance, et où il dit que pour Nietzsche, la volonté de puissance est un monde, n'est pas un monde en soi, mais une volonté. Et en fait, il y a une erreur dans la traduction française, dans la retranscription française et allemande du texte original de Nietzsche. Il y a une traduction, il y a une erreur entre, alors je ne sais plus le terme, entre Welt et Well, je crois. Enfin, il y a un T et un L qui ont été remplacés. Ce qui fait qu'en fait, Nietzsche dit que la volonté de puissance n'est pas un monde, mais il dit qu'elle est une volonté. Or, Deleuze fait tout un développement en disant, en partant de ce fragment, qui dit que c'est un monde. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Je te développe dans la thèse, dans le bouquin, c'est développé aussi, assez en détail. Et bien Diorio dit, à partir de là, Deleuze est un grand philosophe, certes, mais on ne peut pas considérer que sa lecture de Nietzsche est bonne. Parce qu'il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce que les généticiens n'avaient pas fait leur bonne affaire avant. D'accord? Ils n'avaient pas explicité que c'était un T au lieu d'un L. D'accord? Et il démonte dans un article très célèbre tout ce travail de Nietzsche en disant, ben là, voilà, ça n'a pas de sens. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi je me suis intéressé aux deux articles, enfin au passage sur Deleuze et au texte de Diorio. Alors effectivement, Deleuze utilise un texte corrompu, puisqu'il utilisait la volonté de puissance, qui était un texte corrompu, qui est un texte effectivement agencé de façon assez en dépit du bon sens et assez scandaleuse, pour plein de raisons.